Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Pour cette 4e saison, menée en partenariat avec la SBL NEMA de la Cité Miroir, reconnue comme centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire, nous avons été à la rencontre de 3 femmes qui ont survécu à la guerre et qui ont accepté de nous parler de leurs blessures et de leur chemin de reconstruction. Avec de nombreux habitants, nous nous sommes réfugiés dans un grand hangar près de notre maison. Nous étions entassés, des familles entières, des enfants qui pleuraient, des personnes âgées en état de choc. Nous restions là, immobiles, retenant notre souffle à chaque explosion. On ne savait pas si on sortirait vivant. Dans ce 3e épisode, nous retracerons l'histoire de Fatima, réfugiée syrienne. Son témoignage nous plonge dans son parcours d'exil, mais aussi dans la manière dont les personnes exilées imaginent ou pas leur retour dans leur pays d'origine. Son récit sera suivi de l'interview de Benjamin Pelletier, chercheur spécialiste de la Syrie et coordinateur bénévole pour Amnesty International Belgique, qui nous aidera à comprendre les mécanismes de reconstruction à l'échelle collective, comment se mobiliser pour la reconstruction sociale, culturelle et politique, et comment les liens humains et la solidarité peuvent participer à redonner dignité et espoir aux populations touchées par la guerre. أنا فاطمة مدينة عفرين كردية سورية من رج أفا. Je suis Fatima, née le 4 avril 1989 à Afrin, en Syrie. Afrin est une région du nord-ouest de la Syrie, située près de la frontière turque. La ville est majoritairement peuplée de Kurdes comme moi. J'ai grandi au sein d'une famille nombreuse de 5 frères et 2 sœurs. Nous vivions tous ensemble dans une grande maison. Mon père travaillait et gagnait bien sa vie, ce qui nous permettait de vivre correctement. Malgré les difficultés du pays, notre quotidien était heureux et stable. La famille, c'était tout. On ne vivait pas pour soi, on vivait pour le groupe, pour l'honneur, pour l'équilibre. En 2014, ma mère est décédée d'une maladie. Il faut savoir que déjà à l'époque, la situation de la Syrie était instable, due aux nombreux conflits présents. Si la guerre n'a pas tué directement ma mère, le climat d'insécurité du pays a sans doute dégradé son état de santé. Quelques années plus tard, mon père a refait sa vie avec une autre femme, avec qui il a eu 2 autres filles. À cette époque, nous avons également déménagé à Alep pour que mes frères puissent poursuivre des études supérieures. En 2015, la situation à Alep devenait préoccupante et se dégradait. Nous sommes donc revenus habiter dans notre maison à Afrin. En 2018, Afrin était contrôlée par les forces démocratiques syriennes, un groupe que la Turquie qualifie de terroriste. En janvier 2018, l'armée turque a lancé une offensive terrestre et aérienne contre la région. Au début, les bombardements visaient uniquement des zones militaires. Puis très vite, ils ont touché les habitations, les villages, tout ce qui se trouvait sur leur passage. La ville a été ravagée, détruite morceau par morceau. Les explosions rythmaient nos journées. Le sol tremblait, les vitres éclataient. C'était une véritable boucherie. La nuit, il était impossible de dormir. Le bruit des avions s'inscrivait dans le corps. La peur devenait permanente. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir tous les muscles de mon corps se raidir un peu plus à chaque minute. Avec de nombreux habitants, nous nous sommes réfugiés dans un grand hangar près de notre maison. Nous étions entassés, des familles entières, des enfants qui pleuraient, des personnes âgées en état de choc. Nous restions là, immobiles, retenant notre souffle à chaque explosion. On ne savait pas si on sortirait vivant. Un jour, mon père est revenu avec du poison. Il nous a regardés longuement, puis il a dit calmement « Si jamais ils viennent pour nous torturer, prenez-en, ne réfléchissez pas. » Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé définitivement. J'ai compris que mourir était peut-être la meilleure chose à faire face à ce qui nous attendait. Le village a fini par être entièrement détruit. Nous avons fini par n'avoir plus rien, plus de nourriture, plus d'eau. Nous avons alors pris nos voitures pour tenter de rejoindre une ville voisine, mais les routes étaient bloquées. Nous sommes restés avec des milliers d'autres personnes coincées à la frontière pendant 3 jours. Puis, un avion est passé au-dessus de nos têtes. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais en plein cauchemar. Des corps partout, des cris, des morceaux de chair, une odeur que je n'oublierai jamais.
Ce que j'ai vu et ressenti ne peut pas être traduit par des mots. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut raconter sans l'avoir vécu. Dans ce chaos, nous avons couru, sans direction, juste pour survivre. Sur la route, j'ai vu disparaître des visages que je connaissais depuis l'enfance, des voisins, des amis, des gens avec qui j'avais grandi. Par miracle, tous les membres de ma famille étaient encore à mes côtés. Nous avons finalement atteint la ville de Tal Rifat. Tous les habitants étaient déjà partis. C'était une ville fantôme, complètement déserte. Nous y sommes restés 24 jours. J'étais dans un état de stress extrême, permanent. Au bout de 57 jours sous les bombes, ma sœur et son mari ont décidé de partir au Liban pour rejoindre la mère de mon beau-frère. Mon père a insisté pour que je les accompagne. Peu de temps avant, un oncle nous avait appris que sa fille avait été violée par des soldats turcs sous ses yeux. Cette nouvelle a détruit le peu de sentiment de sécurité qu'il nous restait. J'ai donc quitté mon père et mes frères et je suis partie au Liban. J'y ai vécu pendant 6 ans avec ma sœur, son mari et la mère de celui-ci. J'espérais naïvement y trouver une forme de stabilité, mais à l'automne 2024, le cauchemar a refait surface. Avec Israël et les affrontements au Liban, tout est revenu. Les bruits, les tensions, l'angoisse, la peur ne disparaît jamais. Nous ne pouvions pas imaginer revivre même le quart de ce que nous avions déjà traversé. Cette fois, nous devrions partir loin, encore plus loin. Je suis partie avec mon beau-frère. Ma sœur venait d'accoucher, elle ne se sentait pas capable de partir, et son mari n'avait pas assez d'argent pour emmener toute la famille. Avec mon beau-frère, nous avons rejoint la frontière entre la Syrie et le Liban. Un passeur nous a pris en charge, nous a cachés sous les sièges de sa voiture avec 2 autres personnes. 4 jours sans vraiment voir la lumière du jour. Nous ne sortions que la nuit, brièvement, pour manger un peu, boire quelques gorgées d'eau, aller aux toilettes à la hâte. Le reste du temps, nous étions enfermés dans cette voiture, immobiles, silencieux. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque arrêt me donnait l'impression que c'était la fin, que quelqu'un allait ouvrir la portière et nous découvrir. Le temps perdait toute signification. Je ne savais plus quel jour on était. Mon corps était douloureux. J'essayais de penser à autre chose, de me concentrer sur ma respiration, mais la peur revenait toujours. Une peur sourde, profonde, qui ne crie pas mais qui ne vous quitte jamais. Une fois en Turquie, le trajet est devenu encore plus éprouvant. Nous changions régulièrement de véhicule, parfois sans même savoir où nous étions. On nous faisait descendre en urgence, marcher, puis attendre, marcher encore, à pied pendant des kilomètres. La boue collait à nos chaussures, l'eau s'infiltrait partout. Il fallait éviter les flaques, les pierres, les trous, tout en avançant vite, sans se plaindre, sans ralentir. À la frontière turque, nous avons pris un bateau. Nous étions presque arrivés dans les eaux grecques quand des pirates nous ont attaqués en mer. Tout s'est passé très vite. Des cris, des coups, une violence brutale. Ils ont frappé plusieurs d'entre nous, pris toutes nos affaires. Argent, téléphone, sac, tout. Il ne nous restait plus rien. Puis ils nous ont forcés à retourner vers les côtes turques. Là, nous avons été arrêtés par la police turque et emprisonnés. Je suis restée 3 jours en prison, dans des conditions inhumaines. Les cellules étaient sales, surpeuplées. Il n'y avait presque pas d'air, pas d'intimité. La nourriture était insuffisante, l'odeur, la chaleur, la promiscuité rendaient tout insupportable. Je dormais à peine, mon corps était là mais mon esprit essayait de s'échapper. Au bout de ces 3 jours, on nous a relâchés en nous disant « Soit vous retournez en Syrie, soit on vous retrouvera et on vous enfermera à nouveau ici. » Pendant 8 longs mois, j'ai tenté à plusieurs reprises de fuir la Turquie sans succès. Pendant ce temps, je logeais chez une connaissance à Istanbul. Chaque tentative ratée me vidait un peu plus, financièrement, mentalement, physiquement, mais je ne pouvais pas abandonner. Revenir en Syrie n'était pas une option. Jamais. Finalement, une opportunité s'est présentée. Un camion de marchandises, j'ai accepté sans hésiter. C'était pendant le Ramadan, je jeûnais, je ne mangeais que quelques dattes pour rompre le jeûne, le soir, quand c'était possible. Le reste du temps, je supportais la faim, la soif, la fatigue. J'étais prête à tous les sacrifices. Nous sommes arrivés en Grèce, où un autre passeur nous a fourni de faux visas. Grâce à cela, j'ai pu prendre l'avion jusqu'en France, puis un bus jusqu'en Belgique. Au fil de mon parcours, la Belgique est devenue un objectif, presque une idée fixe. J'en entendais beaucoup de bien. On me parlait d'un pays accueillant, ouvert d'esprit, où l'on pouvait vivre librement, en sécurité. Je m'accrochais à cette image comme à une promesse.
Je suis arrivée en Belgique le 4 avril 2025, le jour de mon 36e anniversaire. Je n'ai pas soufflé de bougie, je n'ai pas fait de vœux. Mais intérieurement, je me suis dit que peut-être, enfin, ma vie allait changer. Depuis mon arrivée, il y a 10 mois, je vis dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à la Croix-Rouge de Manderveld. La vie en centre est très compliquée. Nous vivons les uns sur les autres, dans un espace restreint, avec des personnes venant de pays, de cultures différentes et avec divers traumatismes. Les tensions sont fréquentes, le manque d'intimité est pesant. Les travailleurs dans le centre sont bienveillants et ils font de leur mieux. Parfois, je me sens gênée face à eux, je me mets à leur place. J'imagine à quel point cela doit être difficile de gérer nos douleurs, nos colères, nos silences, nos réactions imprévisibles, sans jamais vraiment pouvoir souffler. En vivant ici, j'ai réalisé à quel point la vie est différente en Europe. En Syrie, tout tourne autour de la famille, des règles, de l'honneur. Une femme doit suivre un chemin tout tracé. Il est presque impensable qu'elle vive seule sans être mariée. Le mariage est une priorité, qu'il y ait de l'amour ou non. Ici, je peux vivre selon mes propres choix. Je peux m'écouter sans la pression de la famille ou de la communauté religieuse. Cette liberté est belle. Ici, je me sens moi-même. Je suis un être humain et je suis en sécurité. Personne ne décide à ma place. Quand on me demande si je pourrais retourner en Syrie, ma réponse est catégorique. Non, c'est le dernier endroit sur Terre où je voudrais vivre. Tout est parti en fumée. Même si toute l'Europe aidait à la reconstruction, cela ne suffirait pas. Il n'y a plus aucune valeur, plus aucun sens. Ce que j'y ai vécu est indescriptible. Rien ne pourra réparer ce qui a été détruit. Rien ne pourra rendre justice à ce que nous avons perdu. Même y retourner pour voir mon père et mes frères n'est pas imaginable pour moi. J'y ai laissé trop de choses atroces, trop de souvenirs que je ne pourrais pas supporter de revivre. Parfois, je me dis que j'aimerais tout oublier. Et en même temps, oublier, ce serait pas juste. Ce souvenir fait mal, mais ce souvenir est important. De la Syrie, je n'ai rien gardé. Je n'ai emporté avec moi qu'une seule chose. Le foulard de ma mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Je crains tellement qu'on me le vole dans le centre où je vis que je l'ai confié à des amis pour qu'ils le gardent chez eux. La guerre en Syrie n'est pas finie. Je vois encore des vidéos de ce qui s'y passe. Les gens continuent de s'entretuer. Les Kurdes continuent d'être pris pour cible. Mon père et mes frères sont toujours en vie, mais leur vie n'en est pas vraiment une. Ils sont constamment en fuite. Ils changent de ville sans cesse. Leur quotidien est une errance permanente, sans stabilité, sans sécurité. Ils survivent comme ils peuvent. Aujourd'hui, ma sœur qui était restée au Liban est repartie en Syrie rejoindre notre père qui est très malade. Quelqu'un qui n'a pas vécu la guerre ne peut pas comprendre. On ne peut pas imaginer ce que cela fait de voir son monde s'écrouler, son corps, sa dignité, tout à la fois. J'ai appris que dans ce monde, il y aura toujours des victimes et des bourreaux, où que l'on soit. Quand je parle avec d'autres personnes qui ont vécu la guerre, on se dit souvent la même chose. Nous avons fui l'horreur. Ce que nous espérons par-dessus tout, c'est trouver quelque part la paix, être enfin en sécurité. Pourquoi on n'y aurait pas droit, nous aussi ? Cela fait maintenant 10 mois que je vis au centre. Les débuts ont été très difficiles, notamment avec une colocataire de chambre qui ne dormait pas et écoutait de la musique toute la nuit. De mon côté, je ne faisais que pleurer. J'avais des douleurs insoutenables dans la nuque. J'étais constamment tendue, terrorisée, incapable de me détendre. Cet état m'a poussée à consulter un psychologue spécialisé à Bruxelles. J'allais le voir une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, j'y vais, un peu moins car le trajet est long. Le rapport psychologique indique que je ne devrais pas vivre en chambre partagée, mais le centre n'a pas d'autre solution faute de place. Mon plus grand rêve ? Pouvoir être acceptée ici, en Belgique, avoir un chez-moi, un travail et apprendre à parler français. Pouvoir me projeter enfin, sans craindre constamment que tout s'effondre à nouveau. Pas un jour ne passe sans que je me demande « Qu'est-ce que je vais faire si on me refuse ?» Bonjour, Benjamin Pelletier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur, spécialiste de la Syrie et coordinateur bénévole pour Amnesty International. Pouvez-vous, dans un premier temps, revenir sur votre parcours et nous expliquer ce qui vous a conduit à vous engager spécifiquement sur la Syrie et les enjeux de justice liés à ce conflit ?
Mais donc c'est un peu les hasards de la vie qui ont amené ça, pas spécialement mon emploi au départ ni mes études, mais il se fait que quand j'étais étudiant, j'ai été président des étudiants de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Et à l'époque, pour les docteurs honoris causa à l'université, donc des titres honorifiques que l'université remet à des grandes personnalités chaque année, les étudiants pouvaient proposer des noms. Et nous, on avait entre autres proposé le nom de Paolo Dalloglio, qui est un jésuite italien qui a refondé un monastère dans le désert syrien qui date du 6e siècle, qu'il a reconstruit, et qui est un monastère qui est dédié au dialogue interreligieux, donc entre musulmans et chrétiens. Et l'UCL a choisi de lui donner le docteur honoris causa, donc il a été honoré à l'UCL en 2008, si ma mémoire est bonne. Et donc moi, c'était le début d'une relation avec lui, et il m'a dit maintenant il faut que toi tu viennes aussi en Syrie, etc. Et donc l'été d'après, j'ai passé un mois en Syrie, notamment dans ce monastère à Marmoussa et un peu partout là-bas, ce qui m'a fait un peu tomber amoureux de ce pays, a créé un lien avec ce pays-là, etc. Et puis juste un peu après, en fait, en 2011, la révolution syrienne a commencé, et puis que le régime y a répondu de manière très très violente. Paolo a tenté d'éveiller l'opinion publique occidentale à ce qui se passait là-bas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention. Il a entre autres essayé d'activer des relais dans différents pays européens qu'il avait, et on est plusieurs en Belgique qui connaissions Marmoussa, et à qui il a essayé de dire il faut que vous vous mobilisiez en Belgique pour sensibiliser à la question de la Syrie. Et donc avec un groupe de citoyens belges, on a fondé un groupe d'action qui s'appelait Action Syrie, et qui visait à mobiliser le public belge sur la question via des conférences, des événements, des repas de solidarité, ce genre de choses. Et dans ce groupe d'Action Syrie, j'étais avec une personne qui était la coordinatrice Syrie à Amnesty, mais qui a décidé d'arrêter ce poste-là, qui était un poste bénévole. Et donc moi, je l'ai repris en cours de route. Et donc maintenant, ça fait une dizaine d'années que je m'occupe d'être un peu l'expert Syrie à Amnesty Belgique. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous recontextualiser la situation de la guerre en Syrie ? Si on revient un petit peu en arrière, en 2011, on a le début de la révolution syrienne, et qui, à partir de 6 mois après le début des manifestations, commence à devenir aussi une guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a des camps qui s'affrontent de manière militaire les uns contre les autres, etc. Et ça, à partir donc de la fin 2011 jusqu'à décembre 2024, ça va être la situation qui va prédominer, à savoir un régime syrien qui garde les villes principales du pays, et puis d'autres régions du pays qui sont aux mains d'autres groupes. Et donc un pays qui était morcelé. Et puis en décembre 2024, on a eu le principal bastion rebelle, donc le bastion d'Idleb, qui va lancer une grande offensive, au départ sur Alep, mais qui pour finir va reprendre toutes les zones reprises par le régime en l'espace de quelques jours. Donc en fait le régime va vraiment s'effondrer sur lui-même. Bachar el-Assad, qui était le dictateur et dont la famille dominait le pays depuis une 50aine d'années, va partir s'enfouir en Russie. Et donc depuis, une majorité du pays est maintenant aux mains de ce nouveau pouvoir syrien, de Ahmed el-Shara. Alors il y avait encore une zone du pays qui échappait un petit peu à cette reprise de pouvoir, c'est toute la zone effectivement à l'est de l'Euphrate, donc c'était plus ou moins un tiers du pays, principalement des zones désertiques en fait, qui étaient tenues par des milices kurdes, Forces démocratiques syriennes comme elles s'appelaient, qui étaient des milices qui avaient été le partenaire des USA dans la reconquête de cette zone face à l'État islamique, qui ont pu bénéficier d'un espace quand même très grand avec des richesses, parce que c'est là que se trouvent les puits de pétrole, etc., protégés quelque part par les USA. Et puis les USA, maintenant, on avait annoncé déjà lors du premier mandat Trump, mais c'était un peu compliqué à l'époque de le faire, mais cette fois-ci, il l'a vraiment fait, de leur volonté de se désengager de la Syrie et de partir. Et donc, ils ont fortement poussé les Kurdes à accepter un deal avec le nouveau pouvoir à Damas. Et donc, il y a une discussion depuis près d'un an entre ce pouvoir kurde et le nouveau pouvoir à Damas pour essayer de, en fait, réunifier la Syrie, parce que ça, c'est vraiment la volonté de Ahmed al-Shara, c'est de nouveau, pour la première fois depuis 15 ans, avoir une Syrie qui est unifiée sous le même pouvoir, plus un territoire morcelé. Et les Kurdes, évidemment, étaient bien conscients qu'ils devaient négocier, mais étaient un petit peu effrayés d'accepter tous les termes, parce qu'ils voulaient garder quand même une partie de l'autonomie qu'ils avaient pu jouir pendant tout ce temps. Et pour finir, les négociations n'aboutissant pas, le nouveau pouvoir à Damas a décidé d'une offensive militaire qui, en fait, en l'espace de très peu de temps, là c'était il y a quelques semaines, a amené un effondrement aussi militaire de ces groupes kurdes, qui fait que maintenant, le nouveau pouvoir maîtrise 100% du territoire. La peur des Kurdes était fondée sur les violences qu'il y avait eu au préalable sur d'autres minorités en Syrie. Donc il y a eu, depuis la prise du pouvoir d'Ahmed al-Shara, 2 événements extrêmement violents, heureusement assez limités dans le temps, mais il y a eu un premier qui s'est passé sur la côte syrienne, près de la mer, qui est la région où vivent principalement les minorités alaouites. En Syrie, il y a plusieurs minorités, on a déjà parlé des Kurdes. Ici, les alaouites, c'est une minorité de l'islam, mais c'est quasiment une religion en soi. Et c'est la minorité dont est issu Bachar el-Assad et sa famille. Et donc, ils sont perçus parfois par le reste de la population syrienne
syrienne comme une minorité qui était en fait l'allié d'un pouvoir répressif, et donc forcément beaucoup de gens voulaient se venger sur cette minorité. Donc ça, c'était un des gros risques, c'était qu'il y ait des vengeances comme ça entre personnes en Syrie. Ça a été plus ou moins évité, en tout cas dans un premier temps. Et puis au début de l'année dernière, il y a eu pendant quelques jours des très grosses violences qui ont été faites à l'égard de ces populations-là. Je crois que c'était 1 millier de personnes qui ont été tuées sur l'espace de quelques jours. Et puis alors, il y a eu un deuxième épisode violent, là encore contre une autre minorité syrienne, qui est la minorité druze, dans la région de Souéda, dans le sud du pays, bénéficiait d'une certaine aussi autonomie, à laquelle le pouvoir syrien a voulu mettre fin. Et là aussi, il y a eu des exactions et des violences contre les civils très importantes. Dans les deux cas, heureusement, ces violences n'ont pas duré dans le temps. C'était vraiment des phénomènes d'éruption de violence, mais à chaque fois avec quand même beaucoup de morts. Et donc les Kurdes, quand l'armée est arrivée, ont eu peur que des violences du même type puissent être produites là-bas. Heureusement, ça a été globalement évité. Et finalement, cet effondrement kurde s'est passé avec très peu de morts de part et d'autre. Et finalement, un accord a été trouvé entre le nouveau pouvoir et les forces kurdes pour que les milices kurdes soient intégrées à la nouvelle armée syrienne. Pour les Kurdes, cet accord, il est quand même subi plus que choisi. Ils continuent à être très inquiets de quel va être leur avenir dans la future Syrie. Maintenant, il y a quand même des évolutions concrètes pour eux. C'est que pendant très longtemps, sous le pouvoir Assad, en fait, une partie des Kurdes syriens étaient apatrides. On leur refusait de leur donner une carte d'identité syrienne, etc. Donc ça, il y a eu un engagement de nos pouvoirs syriens de donner des papiers à l'entièreté des Kurdes syriens. Il y a eu aussi la reconnaissance de la langue kurde comme une langue officielle du pays, ce qui évidemment n'a jamais été le cas dans l'histoire de la Syrie avant. Et la reconnaissance du Nowruz, qui est le nouvel an kurde et la grande fête des Kurdes, comme un jour de fête nationale. Donc voilà, il y a eu quand même des vraies concessions qui ont été faites vis-à-vis des minorités kurdes. Maintenant, la majorité des Kurdes, ils attendent de voir maintenant et ils restent largement inquiets sur ce que pourrait être leur avenir dans cette nouvelle Syrie. Dans son récit, Fatima nous explique être originaire d'Afrine et appartenir à la minorité kurde. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation spécifique des Kurdes en Syrie aujourd'hui et sur les dynamiques régionales qui les concernent ? Il y avait en Syrie 3 cantons kurdes, Afrin, Kobané et Kamlichi. Et effectivement, le canton d'Afrin, il est un peu particulier parce que il a fait l'objet d'une attaque par des milices syriennes alliées aux Turcs il y a déjà plusieurs années de cela, dans le cadre de la guerre civile syrienne, et qui a amené en fait au déplacement de la quasi-totalité de la population kurde du canton d'Afrin vers l'extérieur. Alors une partie est partie à l'étranger, une partie est restée à l'intérieur de la Syrie mais dans d'autres régions. Et en fait, ça a été un des nombreux déplacements ethniques qui ont eu lieu dans le cadre du conflit syrien. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une partie de ces Kurdes étaient notamment partie vers Alep, quartier kurde qui a été repris par l'armée syrienne il y a donc pas longtemps, et qui a amené en fait à ce qu'une partie des résidents de ce quartier qui étaient originaires d'Afrin retournent à Afrin. Donc là, le canton d'Afrin et la ville d'Afrin ont connu des retours de population kurde ces dernières semaines assez importants. Donc on espère que ça va pouvoir durer, parce que parfois les populations, quand elles sont parties, leurs logements sont depuis occupés par d'autres gens, donc récupérer leur logement n'est pas toujours évident. En fait, même mettre fin à la guerre ne résout pas les problèmes de la plupart des gens. Dans son témoignage, Fatima affirme également que la guerre en Syrie n'est pas terminée, alors même que le conflit a largement disparu de nos journaux télévisés. Comment décririez-vous aujourd'hui la situation sur le terrain ? Peut-on vraiment parler d'un conflit gelé, ou s'agit-il d'une guerre qui se poursuit sous d'autres formes ? Mais donc, ce qui est important quand même comprendre, c'est que maintenant, là-dessus, le conflit, il est terminé. C'est-à-dire que le nouveau pouvoir syrien maîtrise l'entièreté du territoire. L'enjeu majeur, évidemment, pour beaucoup de Syriens, c'est d'abord un enjeu très matériel. C'est genre retrouver un logement, une habitation fonctionnelle, parce que le degré de destruction du pays est genre énorme. Alors c'est très variable, hein. Des zones qui sont restées aux mains du régime du début à la fin ont parfois été très peu touchées. Et puis d'autres villes qui ont été, à une époque, sont passées à l'opposition, ont complètement été rasées par l'aviation du régime et de leurs alliés russes, qui fait que tout y est détruit. Si on va à Damas, par exemple, le centre-ville est resté aux mains du pouvoir, rien n'est détruit. Mais si on va dans la périphérie, à Douma, à Jobar, etc., à Deraya, là, tout est rasé. Et donc beaucoup de Syriens que moi je connais qui sont ici en Belgique, en fait, n'envisagent même pas de rentrer, parce qu'ils disent « Moi, mon chez-moi, c'est un champ de ruines à l'heure actuelle. Mes voisins, ils ne sont plus là non plus, mes maisons, elles sont détruites. » Et là, il n'y a pas beaucoup, effectivement, de pays d'attention internationale qui viennent investir. Alors, les seuls pays qui sont présents vraiment fortement sur ce segment, ce sont les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui essayent, en fait, en finançant certains projets de reconstruction en Syrie,
aussi gagner un moyen après d'influencer la politique syrienne, etc. Donc voilà, il y a l'enjeu vraiment de la reconstruction, de rebâtir les infrastructures, remettre de l'électricité partout, remettre de l'eau courante, les égouts, parce que c'est tout ça en fait qu'il faut faire après un tel degré de destruction. Et puis alors il y a l'aspect plus sur la vie politique et la vie démocratique, où là vous avez beaucoup de gens en Syrie qui ont fait cette révolution au départ pour avoir les libertés démocratiques, pour avoir la liberté de parole, etc. On a un pouvoir ici à Damas qui, on ne peut pas vraiment comparer ça à une démocratie telle que nous on la connaît, par exemple en Belgique, dans le sens où il n'y a pas d'élections libres, il y a des élections mais elles sont fortement encadrées, tout le monde va s'y présenter, c'est juste une partie du Parlement qui est élue puis une autre partie est nommée, donc on n'est pas dans un modèle démocratique, mais enfin il y a encore en tout cas un espace pour la liberté d'association et la liberté de parole qui est en Syrie, qui n'existait pas du temps du régime. Et donc là, pour le moment, le travail que font les organisations internationales de droits humains, comme nous, Amnesty, c'est vraiment essayer de supporter au maximum et de même de leur offrir des moyens, éventuellement, enfin pas tellement Amnesty, mais d'autres organisations le font, des moyens financiers, pour qu'une société civile qui défend les droits humains, qui défend les droits sociaux, puisse continuer à être active en Syrie, parce qu'on sent que là, il y a un espace démocratique qui s'est ouvert, et que cet espace, il pourrait très bien se refermer demain, et qu'une manière de le préserver, c'est de rendre la société civile aussi robuste que possible. Et en fait, un des moyens par lequel elle le fait, c'est qu'au début, le nouvel État n'était pas déjà suffisamment organisé que pour organiser le pays, organiser, je sais pas moi, la collecte des déchets, organiser la circulation sur les carrefours, etc. Et donc, au début de la libération en décembre 2024, c'est beaucoup des groupes de citoyens qui sont organisés pour organiser ces choses-là. En fait, c'est intéressant dans le sens où ça veut dire que directement, la société civile a pris une place dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui va être important de défendre demain en Syrie pour garder cet espace de liberté et de parole qui n'existait pas avant et qui représente quand même une évolution positive pour le pays. Donc voilà, les deux enjeux que je vois sur la Syrie et donc l'engagement, la société internationale, il est aussi autour de ça. Je sais bien que l'Union européenne et certains pays plus spécifiquement, notamment la France, est très impliquée. Après avoir entendu le témoignage de Fatima, quelles réflexions vous viennent à l'esprit ? Y a-t-il des éléments qui vous ont particulièrement marqué ou que vous souhaiteriez partager avec nous ? Souvent, en Occident, on a l'impression que finalement un régime dictatorial en a remplacé un autre en Syrie et qu'on connaît pas vraiment d'évolution. Mais c'est aussi parce qu'on a eu du mal, je crois, en Occident à saisir l'ampleur de la violence que le régime syrien de Bachar el-Assad et de son père avant lui, d'Hafez el-Assad, a déchaîné à l'égard de sa propre population. Il faut se rendre compte, là maintenant que le régime est tombé, on retrouve encore des fosses communes avec des gens dedans sur une base quasi hebdomadaire. Donc il y a vraiment un nombre très important de gens qui ont été tués. On estime que minimum 100 000 Syriens ont été tués dans les prisons syriennes. Donc c'est pas des morts qui sont liés à des bombardements ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont morts sous la torture en prison. Enfin, soit sous la torture en prison, soit parce qu'il y avait des exécutions sommaires qui avaient lieu, notamment à la fameuse prison de Sennaya, qui est une des prisons du régime les plus violentes et qui a laissé son nom dans la mémoire collective en Syrie. À la prison de Sennaya, un rapport d'Amnesty en 2015 qui s'intitulait L'abattoir humain décrivait justement des pratiques d'exécution plusieurs fois par semaine pendant des années et des années à Sennaya, qui amenait en fait à la mort de dizaines de milliers de Syriens. Sennaya, par exemple, c'est une prison où quand les prisonniers arrivaient, ils étaient soumis à ce qui s'appelait la cérémonie d'accueil. Donc en fait, ils étaient mis dans la cour de la prison avec un sac sur la tête, donc ils n'avaient pas la possibilité de voir quoi que ce soit. Ils étaient entourés d'un cercle de gardiens autour d'eux qui arrivaient avec des bâtons et des coups de pied et commençaient à battre tout le monde. Et ils ne s'arrêtaient que quand vraiment tout le monde était inconscient et au sol. Donc déjà, quand vous arriviez à Sennaya, il y avait une chance déjà relativement importante que vous n'arriviez jamais jusqu'à la cellule parce qu'une partie commençait par mourir déjà lors de cette phase d'accueil. Et ensuite, vous étiez amené dans votre cellule et à Sennaya, les tortures faisaient partie du quotidien. Mais donc à Sennaya et dans d'autres centres dans tout le pays, il y avait ces tortures qui étaient en fait quotidiennes sur les prisonniers. Il y a eu un autre rapport très intéressant qui était sorti à l'époque, c'était le rapport César. C'est une personne qui a fait défection de l'armée syrienne. Son boulot au sein de l'armée syrienne, c'était de prendre en photo les détenus qui s'étaient fait tuer dans les centres de détention du régime syrien sur Damas. Mais donc c'est juste sur Damas, alors qu'il y a des dizaines de villes évidemment en Syrie. Et pendant 2 ans, il a pris des photos de ces victimes-là. Il a fait 50 000 photos, mais on a identifié 13 000 personnes différentes sur ces photos. Donc juste des personnes qui étaient issues des centres de détention de Damas et alentours. Et donc on voit une usine de morts dans des proportions vraiment assez hallucinantes qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire récente. Et ça, c'est le régime syrien. C'est quelque chose qui n'est pas toujours assez connu de la population ici en Belgique.
tragiques, et notamment ont vécu les réfugiés syriens qui sont arrivés chez nous. Moi, dans les jeunes hommes syriens réfugiés en Belgique que je connais, j'en ai fréquenté, je sais pas moi, une douzaine, tous sont passés par les prisons, tous ont connu les tortures, et souvent ne savent pas trop en parler ou évitent d'en parler, souvent avec des traumas non seulement psychiques assez graves, mais aussi des traumas physiques très importants. J'ai un ami syrien qui a des douleurs de dos qui l'empêchent de bouger parfois pendant des semaines, et c'est dû à des sévices qu'il a subis durant cette torture. Et donc ça, c'est quand même un élément à aussi avoir en tête quand on fréquente des Syriens en Belgique, etc. C'est qu'ils ne vont pas forcément en parler, ne vont pas évoquer ça, mais vraiment beaucoup d'entre eux ont connu des violences quand même extrêmement graves. Est-ce qu'il existe une estimation du nombre de personnes décédées lors de la guerre en Syrie ? Les chiffres devenaient tellement importants dans les premières années du conflit syrien que l'ONU, à un moment donné, en 2014, a dit « Non, on va arrêter d'essayer de compter et de produire des nombres ». Et donc depuis, on est un peu dans le flou sur c'est quoi les chiffres exacts qu'on peut avoir. Durant ces quasi 15 ans de guerre, il y a eu autour de 500 000 à 1 million de tués en Syrie. Amnesty et d'autres associations essayent d'instaurer justement un processus de justice transitionnelle afin de réparer les injustices qui ont été commises durant la guerre. Quelle importance cela peut avoir sur la population exilée ou encore présente dans le pays ? Et donc là, il y a une question très importante. À Amnesty, on insiste toujours vraiment beaucoup que dans les lieux où il y a eu des conflits, il y a une importance majeure à avoir une justice transitionnelle qui puisse avoir lieu, parce que toutes les études ont montré que dans les régions où il y a eu des guerres civiles très violentes, quand il y a une justice transitionnelle qui est mise en place, les risques que la violence redémarre sont vraiment très fortement diminués par ça. Il y a eu plusieurs cas comme ça dans des conflits ethniques, etc., dans des pays africains, où la simple présence d'avoir mis en place une justice transitionnelle qui ne condamnait pas, mais juste qui disait à des peines ou quoi, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens quand il y a autant de personnes impliquées, mais juste dire, voilà, telle personne a fait ça, ce n'était pas autorisé, c'était mal, elle est jugée coupable de ces faits-là, même s'il n'y a pas de peine derrière, ça fait une différence par rapport à ce c'était, on fait juste en mode, il ne s'est rien passé, maintenant on va de l'avant, on ne regarde pas derrière nous, il n'y a pas de justice. Et donc une justice, c'est très important. Peut-on aujourd'hui envisager une véritable reconstruction de la Syrie ? Est-ce trop tôt pour y penser ou certains processus sont-ils déjà à l'œuvre ? Quels sont, selon vous, justement, les principaux obstacles, à la fois politiques, sécuritaires ou juridiques, qui peuvent freiner cette reconstruction durable ? On voit que là, il y a une tension qui existe en Syrie parce que le pouvoir syrien a dit qu'il y aurait une justice vis-à-vis au moins des crimes commis par le régime Assad, mais en même temps, très vite, c'est retrouvé une situation un peu compliquée parce qu'ils ont quand même récupéré des cadres de l'ancien régime parce que faire tourner l'administration et le pays, c'était quand même compliqué si on virait tout le monde, donc il fallait en garder certains. Mais alors comment est-ce qu'on fait une justice, mais en gardant des gens en place qui potentiellement sont coupables, donc ils sont un peu revenus en arrière parfois sur certaines annonces qu'ils avaient faites, des gens qui sont des tortionnaires connus et de la population ont parfois été arrêtés puis en fait libérés assez vite sans qu'ils soient jugés, donc ça a provoqué beaucoup de colère dans la population. Donc il y a un enjeu déjà à faire cette justice. Bon, en attendant, le pouvoir syrien maintient quand même qu'il veut avoir cette justice qui ait lieu. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place, qui a commencé à travailler. On espère qu'elle va faire quelque chose, mais elle a déjà une première limite, cette commission et cette volonté de justice, c'est qu'elle se limite aux crimes du régime Assad. Alors il faut quand même se dire que l'écrasante majorité des violations et des crimes qui ont été commis ces 15 dernières années sont le fait du régime syrien et de ses alliés, donc c'est quand même la majorité des crimes, heureusement. Mais enfin, pour toute une minorité de Syriens, et particulièrement par exemple les minorités kurdes, elles ont été en fait finalement très peu touchées par cette répression du régime parce que très vite ils ont eu leur autonomie, donc ils n'ont plus été en contact avec le régime syrien. Mais par contre, eux ont eu beaucoup plus à subir des exactions et des violences de la part de milices islamistes, de la part des Turcs, de la part de Daesh à l'époque, etc. Et voilà, pour ces publics-là, il n'y a rien qui est prévu. Et il y a peu d'espoir que quelque chose puisse voir le jour parce que clairement, le nouveau régime syrien est plutôt à protéger ses milices armées. Donc là, ce sont des blessures qui risquent de rester malgré tout et de creuser aussi ce fossé qui existe entre beaucoup de gens dans la minorité kurde et ce nouveau pouvoir. Et je dis la minorité kurde, mais c'est aussi vrai pour des minorités druzes ou les minorités alaouites. Donc c'est un des vrais enjeux pour la Syrie, c'est comment est-ce que le nouveau pouvoir syrien arrive à faire monter à bord ces différentes minorités au sein du nouveau projet pour la Syrie. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est important peut-être de le rappeler. La population syrienne, historiquement à l'époque, avant le début de la guerre, c'était 70% d'Arabes sunnites, et puis alors plus ou moins 10% d'Arabes chrétiens, 10% d'Arabes alaouites, 10% de Kurdes. Les Kurdes sont majoritairement sunnites aussi. Mais donc il y a une majorité arabe sunnite qui avant n'avait pas le pouvoir, qui maintenant a le pouvoir et qui donc peut parfois être tentée de ne pas faire de place à ces minorités. Et ça, c'est un des vrais enjeux pour le futur de la Syrie. Pour Fatima, retourner en Syrie est tout simplement inimaginable, on l'a entendu, mais
Qu'en est-il de manière plus générale ? Observe-t-on aujourd'hui une tendance au retour des réfugiés syriens, volontaires ou contraints ? Les conditions sont-elles réellement réunies pour garantir un retour sûr, digne et durable ? Il y a eu des retours qui ont été enregistrés aux postes frontières, etc. Donc il y a des Syriens qui sont retournés à ce moment-là. C'est plutôt en fait des Syriens des pays limitrophes, donc Liban, Turquie, Jordanie, qui est la majorité en fait de la diaspora syrienne. Donc les gens qui ont dû fuir la Syrie à cause du conflit sont majoritairement dans les 3 pays limitrophes. Nous, en fait, en Europe, on a accueilli qu'une minorité, quoi. Et ceux-là sont parfois dans des conditions extrêmement difficiles parce que vu qu'ils sont nombreux, les populations des pays d'accueil ont au cours du temps fini par développer parfois une certaine agressivité, une certaine violence vis-à-vis des minorités syriennes parce que voilà, ils étaient nombreux, ils commençaient à être là depuis très longtemps. Ce qui fait que les populations syriennes dans ces pays, parfois très fragilisées, sont elles rapidement revenues, mais ça reste pas non plus hyper massif comme retour. Et en fait, le nouveau Syrien n'essaye pas spécialement de faire revenir tout le monde super vite parce qu'il y a ce problème, on a parlé des infrastructures. C'est qu'actuellement, au niveau du logement, on ne saurait pas loger tout le monde. Énormément de logements ont été détruits, etc. Vu qu'une grande partie de ces logements ont été détruits, ben, naturellement, d'autres ont été occupés des logements libres. Et donc, en fait, même ceux dont le logement n'a pas été détruit, quand ils reviennent, en fait, leur logement n'est pas forcément resté vide pendant tout ce temps. En fait, revenir au pays, c'est quand même très compliqué. Et le pays n'a actuellement pas la capacité d'accueillir tout le monde très vite. Maintenant, je crois que la volonté quand même du régime syrien, c'est de pouvoir réaccueillir ces personnes, mais c'est un processus qui va prendre du temps. Et puis alors, il y a la question aussi, pour les publics qui sont installés ici, parfois depuis longtemps, la grande vague de réfugiés syriens, c'était en 2015, donc ça veut dire qu'en fait, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils sont en Belgique. Moi, dans les Syriens que je côtoie, il y en a pas mal qui sont maintenant mariés avec une Belge, avec une autre personne syrienne, mais qui ont fait des enfants. Les enfants sont scolarisés en Belgique, ils ont parfois 7-8 ans, ces enfants. Ils ne parlent parfois même plus arabe, ils n'ont jamais été en Syrie. Et donc pour ces gens-là, en fait, c'est pas forcément naturel de retourner en Syrie. Ils ont reconstruit une vie ici. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens sont quand même déjà retournés en Syrie pour revisiter, revoir leur logement, revoir les membres de leur famille qu'ils n'ont parfois pas vus pendant 10 ans. Et donc ceux qui ont pu le faire sont les Syriens qui ont acquis la nationalité belge. Heureusement, il y en a quand même pas mal qui l'ont fait, mais pour ceux qui n'ont pas la nationalité belge, ils sont toujours sous protection internationale. Ceux-là ne peuvent pas retourner en Syrie parce que s'ils retournent, alors ils perdent leur protection internationale. Et si en fait ce retour pour un court voyage n'est pas autorisé, et alors ça va en fait empêcher le retour au pays de beaucoup de Syriens. C'est ce qui a eu lieu à l'époque avec l'immigration marocaine qu'on avait fait venir pour travailler en Belgique. Et d'où très vite on a interdit le retour au Maroc parce qu'on disait si vous retournez vous ne pouvez pas revenir après, et qui a amené en fait à l'installation définitive de beaucoup de Marocains qui parfois n'avaient pas toujours cette intention-là vis-à-vis de la Belgique. Et donc je crois que pour des Syriens, il y en a qui n'ont pas spécialement l'intention de rester le reste de leur vie en Belgique et donc voudraient d'abord pouvoir retourner en Syrie, revoir où en est leur situation, où en est leur famille, où sont les logements. Et donc là c'est important que la Belgique puisse permettre ça. Merci Benjamin Pelletier pour cette interview et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Cet épisode clôture cette 4e saison de notre podcast. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour découvrir d'autres parcours de vie sur d'autres sujets liés à l'immigration. Nous vous invitons à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de suivre notre actualité sur notre site internet cripel.be ou sur nos différents réseaux sociaux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.